Et bien merci à toutes et à tous d'être là. On va pouvoir commencer. On va parler de fédération d'identité. La fédération d'identité qui est un concept que tout le monde connaît, mais pas forcément tout le monde sait que ça s'appelle comme ça. Alors qu'est-ce que c'est la fédération d'identité? Petite question en passant, est-ce qu'on entend bien là derrière? C'est bon? Cool. Donc qu'est-ce que c'est la fédération d'identité? C'est un concept qui est lié aux IAM. Et alors, qu'est-ce que c'est les IAM? Parlons-en. IAM, c'est l'acronyme de Identity and Access Management. Donc, comme son nom l'indique, ce sont les concepts qui vont tourner autour de la gestion des identités et des accès en ligne. Donc on parlera alors d'authentification et d'autorisation. La différence entre authentification et autorisation, c'est l'authentification, c'est comment on va prouver son identité en ligne pour accéder à une ressource. L'autorisation, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec cette identité. Et pour cette petite conférence, on va se focus sur la partie authentification. L'authentification, donc, comme je viens de le dire, c'est une façon de prouver son identité en ligne. Et ça peut être fait de multiples façons, qui sont généralement regroupées en 3 grandes catégories. Ce que je sais, ce que j'ai et ce que je suis. Ce que je sais, c'est prouver mon identité grâce à quelque chose que j'ai en ma connaissance, comme un email et un mot de passe, ou un code PIN. Ce que j'ai, c'est le faire grâce à un objet que j'ai en ma possession, comme un smartphone ou une YubiKey. Et ce que je suis, c'est tout ce qui va toucher au biométrique. Ceci étant dit, je vais pouvoir me présenter. Moi, je m'appelle Sébastien, je travaille chez OVH Cloud, j'ai 32 ans, j'habite à Nantes. Et donc, justement, ça tombe très bien parce que j'ai été amené à travailler sur l'IAM d'OVH Cloud, et notamment, j'ai été amené à travailler sur la partie fédération d'identité de l'IAM d'OVH Cloud. Puisque j'en suis à me présenter, je précise aussi, je suis un ancien bègue, donc si vous remarquez un petit défaut de locution, c'est normal, ne soyez pas surpris. Donc, parlons, comme je l'ai dit, d'authentification. Authentification, ça c'est authentification par mot de passe, c'est très classique, c'est quelque chose que vous faites au quotidien. Là vous avez 3 comptes, 3 applications, donc là je fais appel à votre imagination, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être votre jeu vidéo préféré, ça peut être votre plateforme de musique préférée, c'est ce que vous voulez. Ce que j'essaie de représenter ici par le fait qu'on a 3 cartes d'identité de 3 couleurs différentes, c'est que même si c'est vous qui avez créé un compte sur chacune de ces applications, vous avez 3 identités différentes, une pour chaque application, et donc un système d'authentification pour chacune des applications. Ce qui veut dire que vous allez vous authentifier une fois de manière distincte pour chacune des applications. C'est pas mauvais, c'est même très bien, c'est comme ça que ça marche depuis toujours et ça a toujours fait ses preuves. Moi j'aimerais parler un petit peu des limitations par rapport à ça et des points d'attention. Déjà, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas forcément horrible, mais on aimerait bien parfois ne pas toujours créer un compte pour chaque application qu'on a, pour chaque application qu'on utilise. Je suis sûr que tout comme moi, vous n'avez pas forcément envie de retenir 40 mots de passe. Et si c'est pénible pour l'utilisateur, je vous laisse imaginer ce que ça peut être pour l'administrateur. Parce que là, je parle dans un cas général. Parlons maintenant d'un écosystème qui est orienté entreprise. Donc là, vous êtes sur le SI entreprise. Vous avez tous vos outils internes, votre outil RH, Git, etc. Et si l'administrateur devait créer un compte pour chaque employé multiplié par le nombre d'outils que cet employé utilise, je vous laisse imaginer à quel point ce serait pénible. Et justement, c'est pas ce qu'ils font. Et je vais vous montrer comment. Parlons de surface d'attaque, en fait, c'est très simple. Plus votre système d'authentification est hétérogène, plus la surface d'attaque est élevée, puisqu'on multiplie les points d'entrée. Et de manière générale, avoir des systèmes de sécurité de manière hétérogène, ça peut poser problème parce que ça implique d'avoir plus de contrôle un peu partout. Et notamment, si on veut par exemple ajouter des fonctionnalités de sécurité comme l'authentification multifacteur, ça veut dire que si on veut faire ça de manière fiable, il faudrait l'ajouter partout. Donc en fait, il y a un point commun avec tous ces problèmes-là, c'est le fait que rien ne soit centralisé. On a vraiment des comptes et des systèmes d'authentification un peu partout. L'idée, ça va être d'avoir une entité centrale qu'on va appeler le fournisseur d'identité, ou l'identity provider. Je suis très fier de mon accent anglais. Et l'idée, ça va être de demander à l'utilisateur de se connecter non pas de s'authentifier non pas au sein des applications directement, mais d'abord au sein de l'identity provider qui va s'occuper de descendre les identités au sein des applications. Il y a la moitié de mon budget qui est passé dans cette animation, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Très important. Merci beaucoup. Merci. Et donc là, comme vous pouvez voir, là c'est la même couleur de carte parce qu'en fait, ce sont des comptes différents qui ont été créés, mais il y a la même identité. Et en fait, ce qu'ont fait les applications ici, c'est qu'elles ont délégué leur gestion d'identité et de manière générale, elles ont délégué leurs identités à cette entité centrale, pas de souci, à cette entité centrale. Et c'est ça en fait qu'on appelle la fédération d'identité. C'est le fait de déléguer ces identités.
Et donc c'est ce qu'on appelle la fédération d'identité, et de manière plus générale, on appellera ça l'authentification par identité fédérée. Dans le jargon de la fédération d'identité, les applications, on va appeler ça des service providers pour avoir une espèce de dualité entre les applications qui fournissent les services et l'identity provider qui fournit les identités. Et si on veut des exemples un peu plus concrets, ça c'est quand vous faites typiquement l'authentification entreprise. Là vous avez tous vos outils voilà, en back, donc ça peut être ce que vous voulez. Donc là j'ai pris les mails, SAP, etc. Généralement, ce qui va jouer le rôle d'identity provider dans le cadre de l'entreprise, c'est l'Active Directory. Donc ça c'est l'identity provider le plus courant. Il y en a d'autres, mais c'est de loin le plus utilisé. Et ce qui est très cool en fait, c'est que quand vous allez vous authentifier une fois, vous serez authentifié une fois pour toutes vos applications de l'écosystème, tant que la session est allumée. Et, quand je veux dire écosystème, je veux dire toutes les applications qui font confiance au même identity provider. Et ça, en fait, le fait que vous ayez besoin de vous authentifier qu'une seule fois pour toutes ces applications, ça porte un nom. C'est le fait de s'authentifier une seule fois, c'est le single sign-on ou le SSO, dont vous avez certainement entendu parler. Votre SSO, en fait, ça marche par la fédération d'identité. Il n'y a pas que les SSO, en fait. On va dire qu'il y a deux grands types de fédération d'identité. Il y a les SSO, il y a aussi ce qu'on appelle les logins sociaux, et ça, ce sont ceux que vous utilisez au quotidien. Là, j'ai pris 3 exemples que j'aime bien, qui sont Slack, Spotify, Epic Games, il y en a plein d'autres. Ceux-là, je les aime bien parce que ce sont des outils du quotidien qui sont très différents et qui pourtant ont un point commun. Ces 3-là vont vous permettre de créer un compte à partir d'un login et un password, par exemple, mais ils vont aussi vous permettre de créer un compte par la fédération d'identité. Et donc, en fait, ils vont vous permettre de déléguer votre identité à quelque chose d'autre. Généralement, on va retrouver Google, parfois Facebook. Là, j'ai pris Google comme exemple parce que c'est de loin le plus utilisé. Et donc, en fait, c'est ce qu'on va retrouver généralement par les boutons avec continuer avec Google. Et là, vous allez créer un compte via votre identité de Google. Pas besoin de créer une autre identité. Et c'est aussi comme ça que fonctionne France Connect. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Alors, si on refait maintenant un petit résumé rapide, ça, c'est un flow d'authentification classique. Donc là, login, password, on se connecte, on a accès à la ressource. Alors que dans le cas de la fédération d'identité, encore une fois, le SSO entreprise, ça va généralement se matérialiser par un bouton se connecter en SSO. Et à partir de là, vous allez être redirigé vers l'identity provider. Donc ça, c'est une page typique de l'Active Directory avant d'accéder à la ressource. Et ça marche pareil pour les réseaux sociaux, pour les logins sociaux, pardon. Donc ça, c'est l'exemple de Spotify avec Google. Tout ça, évidemment, c'est pas magique. Ça marche comme toute chose qui communique entre elles, ça marche par des protocoles. Et donc, on a des protocoles pour la fédération d'identité, principalement deux, qui s'appellent SAML et OIDC. Je n'ai pas rentré dans les détails techniques de SAML et OIDC, mais je vais un peu parler de SAML. Pour 2 raisons. Déjà parce que c'est le premier à avoir été mis en place, donc historiquement il est intéressant. Et aussi je le trouve très pratique pour expliquer le fonctionnement de la fédération d'identité. Et je vais le faire après une transition bouteille d'eau. Transition terminée. Parlons du coup de l'authentification avec SAML. Là, on a un petit schéma qui ressemble à un diagramme de séquence. C'est pas totalement un diagramme de séquence parce que ça commence par le milieu. Et on se dit, ouais, c'est bizarre, ton diagramme il commence par le milieu. Il y a une raison, vous en faites pas. On va retrouver donc les 3 acteurs dont on parle depuis le début, c'est-à-dire vous au milieu qui utilisez un navigateur web. On a l'identity provider à gauche, le service provider à droite. Le service provider étant l'application que vous utilisez. Ça peut être votre boîte mail, vos outils RH, etc. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander un accès à la ressource. Typiquement, vous allez juste vous connecter à la page web. C'est généralement là que vous êtes redirigé vers une mire de login, c'est-à-dire un endroit où on va vous demander de rentrer un login, un password. Mais pas cette fois, parce que cette fois, le service provider, lui, il a délégué son IAM à un identity provider. Pardon. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une requête SAML à l'identity provider. Là, on voit bien qu'il y a 2 flèches et pas une seule, parce qu'en fait, il l'a envoyé par le biais du navigateur, et c'est pour ça que le navigateur est au milieu, parce qu'en fait, le navigateur, dans un échange SAML, est systématiquement au milieu. Il va toujours forwarder les requêtes. Et donc là, l'identity provider a reçu la requête, c'est là que l'authentification aura lieu. Et donc ça c'est la fameuse mire de login Active Directory qu'on a vu tout à l'heure sur le screenshot. Et une fois que l'utilisateur a authentifié, c'est là que l'identity provider va pouvoir envoyer une réponse SAML au service provider, une réponse qui contient plusieurs choses, mais majoritairement une assertion SAML. C'est pour ça que par but de langage, on va généralement dire il renvoie une assertion, c'est vraiment l'information la plus importante. SAML, en fait, c'est une norme qui est basée sur le XML. Donc, en fait, tout est XML. Donc, les réponses, comme les requêtes, pardon, comme les réponses assertions sont écrites en XML. Et donc, dans l'assertion XML, on aura le fait que l'utilisateur se soit bien authentifié, le fait que ce soit bien lui. Et on aura aussi, ce sera une chose intéressante comme les attributs
qui permet de savoir à quel groupe il appartient, etc. Et ça, c'est pratique pour pouvoir gérer des droits derrière, avec du airbag, etc. Voilà. SAML, c'est un protocole d'identité, hein, pas d'autorisation, donc ça ne permet pas de faire beaucoup plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est un peu une façon de dire navigateur qui arrive sur la ressource et qui dit salut, moi j'ai envie de montrer que je suis Sébastien et je veux accéder à la ressource, et lui va dire ok, identity provider, il y a un mec là qui dit s'appeler Sébastien, est-ce que tu le connais? Et c'est moi en fait qui vais m'identifier pour que l'identity provider puisse dire ok, c'est bon, je le connais ce mec, laisse-le passer. C'est un peu une manière très schématisée de le dire. Et donc après, ce qui va se passer, c'est que le service provider va envoyer un contexte de sécurité pour pouvoir refaire un échange très rapide de je te demande la requête à nouveau automatiquement pour que tu puisses me la renvoyer. Ce qui est pratique ici, c'est que tant que la session est active, il n'y aura que les dernières étapes qui seront effectuées. Et donc, ça, c'est le cas dans le cadre notamment du SSO pour toutes les applications qui sont liées au même identity provider. À chaque fois que vous aurez accès à une ressource, vous aurez juste une demande et une réponse directe. Et ça, c'est très pratique. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ça non plus. C'est pas magique. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est comment ils font pour se connaître. Parce que là, ils communiquent, alors pas directement, mais ils communiquent quand même de chaque côté, identity provider et service provider. Comment le service provider sait à qui il doit envoyer ses requêtes et comment l'identity provider sait à qui il doit répondre? Et bien pour ça, on doit faire ce qu'on appelle l'établissement de la confiance en SAML. Et en fait, d'un côté comme de l'autre, que ce soit service provider ou identity provider, chacun a pas mal d'informations intéressantes à savoir, notamment 3 qui sont très intéressantes, à savoir l'issuer, qui est leur identifiant. Ils ont chacun un endpoint d'accès. Donc côté identity provider, on va appeler ça la sign URL. Globalement, c'est simplement un endpoint qui est à destination de recevoir des requêtes. Donc c'est là qu'on envoie les requêtes. Et côté service provider, on aura l'ACS URL qui signifie Assertion Consumer Service, qui est un endpoint qui a vocation à recevoir les assertions pour les consommer. Et ils ont chacun un certificat qui contient notamment leur clé publique, parce que comme ça, on peut établir la confiance en signant requête comme réponse de manière très simple, avec un système de clé asymétrique très classique. Donc c'est comme ça qu'on veut se faire confiance. Alors en SAML, on n'est pas obligé de signer les requêtes. Par contre, l'assertion doit forcément être signée, que ce soit au niveau de l'assertion ou de la réponse directement. Et donc, avec cette information-là, on peut tout simplement, arriver au schéma qu'on a vu tout à l'heure et les faire communiquer. Si on résume très simplement en fait ce que c'est SAML et finalement et comment ça fonctionne, un service provider finalement, ce n'est rien d'autre qu'une application qui a la capacité d'envoyer des requêtes et recevoir des assertions. Et l'identity provider, c'est tout simplement quelque chose qui a la capacité de consommer des requêtes SAML et de les envoyer. Dans le cadre évidemment d'un service provider et identity provider en SAML. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas la seule façon de faire de la fédération d'identité. Là, j'ai fait un résumé assez succinct de comment fonctionne SAML. Il y a un autre protocole qui existe qui s'appelle OIDC. Et plutôt que d'enchaîner SAML, OIDC et expliquer les différences, j'ai plutôt envie de raconter une histoire. Et donc, reprenons un petit historique. 2002, c'est la sortie de... Ah pardon, j'ai oublié de dire, évidemment, l'administrateur va échanger les données, notamment par des fichiers de métadonnées que SAML met à disposition. Donc en fait, dans la norme SAML, on peut condenser les données avec des fichiers métadonnées pour que l'administrateur puisse configurer l'un comme de l'autre, comme c'est l'identity provider de son côté. Il a tous les services providers à qui il fait confiance. Et le service provider, il a le fichier métadonnées de l'identity provider qu'il trust. Voilà, je la remets un coup, parce que c'était l'autre moitié du budget, donc il fallait quand même bien la montrer. Et donc, comme je le disais, petit historique. 2002, c'est la sortie de SAML 1.0, 3 ans plus tard, SAML 2.0, qui est à l'heure actuelle la dernière version. Je suis très bon en calcul mental. Ça fait 20 ans qu'on a la dernière version stable de SAML. Mais ça marche très bien. Hein. C'est un protocole qui n'est pas d'hier, mais il fonctionne très bien. Et si on fait un petit bond dans le temps, 7 ans plus tard, en 2012, OAuth 2.0 sort, ce protocole que vous connaissez sûrement. Et pour ceux dans la salle qui connaissent, vous allez vous dire, ouais, je connais OAuth 2, c'est un protocole d'autorisation. Du coup, c'est quoi Strackner en fait, hein, parce que moi, je suis venu assister à une conférence qui parle de fédération d'identité. Tu me parles d'authentification depuis le début. Tu as dit que tu ne parlerais pas d'autorisation, et finalement, tu ne parles pas d'autorisation. Et oui, je vais parler d'autorisation, je suis désolé. Je vais ouvrir une parenthèse, et je vous promets qu'il y a un intérêt. C'est pas par hasard. Parlons d'un cas qui est assez intéressant que j'aime bien, c'est le cas de Facebook en 2004, quand ils ont commencé à s'étendre. Alors, pas de blame, hein, c'était évidemment pas
pas les seuls, mais quand ils sont arrivés, comme tout réseau social qui se respecte, ils voulaient s'étendre le plus rapidement possible. Comment on fait quand on est un réseau social en 2004 qui veut s'étendre très rapidement? On se dit, tiens, ce mec-là qui est en train de s'inscrire chez moi, j'aimerais bien pouvoir connaître tous les gens que lui, il connaît pour pouvoir envoyer automatiquement des invitations, par exemple, par email. Et donc, ce serait bien que j'accède à tous ces contacts par email. Et comment on fait pour demander, pour accéder au contact email de quelqu'un? Eh bien, on fait comme ça, avec ce petit formulaire qui est en gros une façon de dire « Ok frérot, passe-moi ton email et ton mot de passe, s'il te plaît, je vais regarder uniquement tes contacts, promis, je regarde que ça. » C'est ce qui est écrit, en tout cas. Donc, effectivement, c'est ce qui est écrit. On a été nombreux à le faire. Donc, voilà, et ça, évidemment, c'est écrit, mais moi, j'ai quand même donné mon login et mon password à quelqu'un qui n'est pas lié à l'application que j'utilise. Donc là, en l'occurrence, mon mot de passe Gmail, hein, Facebook, ce n'est pas Gmail. Donc je suis quand même en droit de ne pas être très serein. C'est là que OAuth2 arrive à la rescousse avec ce qu'on appelle un formulaire de consentement. Et là, du coup, c'est scopé. On a vraiment un truc de « Salut, tu peux regarder et télécharger les contacts et tu peux faire que ça ». Donc en fait, voilà, c'est vraiment une clé, ça fonctionne par token, une clé d'accès sur quelque chose qui est assez réduit. Donc ça, ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est un token, c'est limité dans le temps, c'est potentiellement révocable en fonction de l'implémentation. C'est donc beaucoup plus propre. Ça, c'est un protocole, comme vous l'avez vu, en 2012, hein, qui est arrivé après, qui est vachement plus moderne. Et comme il est moderne, il a retenu l'attention de pas mal de gens parce qu'il y a des gens qui ont remarqué un point commun entre OAuth2 et SAML. Et c'est là, justement, que j'en viens à expliquer pourquoi je parle de OAuth2 depuis 2 minutes. C'est qu'en fait, dans les deux cas, il y a un point commun. Il y a le point commun de déléguer quelque chose. Dans le cas de SAML, de la fédération identitaire en général, on va déléguer des identités. Dans le cas d'OAuth2, on va déléguer de l'autorisation. Il y a des gens qui se sont dit ah, c'est vrai que c'est hyper bien SAML, mais quand même, on est quand même sur un protocole qui est assez vieillot avec SAML. Le temps a passé, c'est plus trop friendly avec l'avènement notamment des API REST en JSON, tout ça. Et là, on a un protocole qui est basé sur des JWT avec du JSON, c'est beaucoup plus moderne. Ce serait quand même super cool d'avoir un protocole comme SAML, mais qui fonctionne avec un fonctionnement similaire à OAuth 2.0. Et ces gens-là ont eu l'idée de construire un protocole par-dessus OAuth 2 qui s'appelle OIDC, OpenID Connect. Et ce protocole, en fait, a été construit par-dessus OAuth 2 pour pouvoir répondre aux mêmes besoins. Et donc, à l'opposé de SAML, en fait, qui est parti de zéro pour répondre à un besoin qui était alors nouveau, là, en fait, on aura du coup un protocole beaucoup plus moderne, construit par-dessus OAuth 2, qui, en plus d'être plus moderne, offre notamment une couche d'autorisation avec le formulaire qu'on a montré. Donc, quand on fait la fédération d'identitaires en OIDC, on peut en plus bénéficier du formulaire de consentement sur les scopes qui ont été définis. Et ça, c'est quand même cool. C'est très cool. Depuis tout à l'heure, je vous explique pourquoi la fédération d'identité, c'est cool. J'aime pas dire à quel point les choses sont sympas sans parler des limitations ou alors au moins des points d'attention. Et donc, petit point d'attention, c'est bien centralisé. Depuis tout à l'heure, je vous explique pourquoi c'est bien centralisé, mais qui dit centralisé dit qu'on a un seul point d'échec. Donc, si votre identity provider tombe, vous ne pouvez plus s'authentifier nulle part. C'est pas vrai dans la théorie, parce qu'en théorie, on peut quand même accéder directement à la gamme du produit, mais si on a vraiment configuré le truc de façon à avoir juste l'identité de l'identity provider, vous ne pouvez plus accéder à grand chose. Donc là, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, si ce n'est les grands classiques comme mettre les redondances, du scaling, tout ce que vous voulez. Et rien d'avoir conscience de ça, c'est déjà bien. Et important d'avoir conscience des choses, et conscience aussi que vous faites confiance à quelqu'un. Ça, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Là, j'ai montré un exemple, par exemple, dans le cas de la vie de tous les jours où je fais confiance à Google. Moi, ça ne me dérange pas de faire confiance à Google, mais c'est bien de le savoir. Ça ne viendrait pas à l'idée, moi, par exemple, de leur faire confiance pour leur donner accès à mes comptes bancaires. Mais par contre, pour les applications que j'ai montrées, moi, ça me va très bien. Moi, j'aime bien la fédération d'identité. C'est pour ça que j'en parle, d'ailleurs. Donc, solution, juste faire gaffe, en fait, avoir juste conscience de ce qu'on fait. Et un conseil que je donne, pas seulement pour la fédération d'identité, mais pour le domaine d'authentification en général, activez l'authentification multifacteur partout que vous pouvez. Ça, c'est quand même très pratique. Donc voilà, c'était une sorte de résumé très global de ce que c'est la fédération d'identité. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails techniques, ça je laisse pour un blog que je vais vous montrer après. Quelques sources, donc fédération d'identité, OIDC, SAML. Je remercie Nadège, ma belle-sœur, qui a fait tous les dessins que vous avez pu voir, comme vous avez pu voir, elle est très douée.
Et surtout le plus important, je vous présente mon chat, elle s'appelle Kimi, c'est une femelle, elle est adorable. Elle porte également le nom de mon blog dont je viens de vous parler, qui contient quelques articles tech que j'écris sur mon temps libre. Et notamment, il y a un article sur la fédération d'identité qui rentre beaucoup plus loin dans les détails techniques que ce que je viens de vous raconter. Donc si vous avez aimé cette conférence qui est une sorte d'introduction à la fédération d'identité et que vous avez aimé ma façon de le raconter, n'hésitez surtout pas à checker ce blog, même les autres articles si ça vous intéresse. Petit feedback aussi, ça me rendra service pour m'améliorer, surtout s'il est gentil, faites comme vous voulez. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a deux micros ou Eh bien, je vais te le passer. Je vais répéter. Alors si on est... En fait, je suis en train de me demander si tu poses une question ou si c'est un test, la façon dont tu poses la question. Ça fait marrer. Non, j'ai bien compris, t'inquiète pas. En fait, totalement. Totalement. En fait, je ne vais pas répondre par moi-même. Je vais citer la réponse de quelqu'un de chez Okta qui a fait justement une présentation là-dessus. Okta, qui sont vraiment des pionniers dans le domaine. Eux, ils vont te dire que SAML, ça a été mis en place. Enfin, c'est encore majoritairement utilisé dans le monde en entreprise, principalement pour des raisons historiques. Donc, il faut continuer à utiliser SAML si vous avez besoin de communiquer avec des choses qui ne communiquent que dans SAML. Et la réponse est si vous avez le choix entre deux protocoles à implémenter, si vous voulez créer par exemple votre propre identity provider, OIDC est évidemment le meilleur choix parce qu'il est plus moderne. Et après, si je devais répondre par vraiment mon avis perso, faites les deux. Et au moins vous êtes sûr que vous êtes compatible avec tout. Exactement. Exactement, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, encore une fois, ça peut être fait de manière indirecte en SAML avec les groupes que ça renvoie, mais c'est pas fait pour, et c'est pour du RBAC, etc. Là vraiment, avec OIDC, on a vraiment quelque chose qui est fait pour, quoi. Alors, il y a une petite limitation avec ça, c'est que ça marche que de SP à IDP, parce que OIDC, c'est la fédération d'identité, et la fédération d'identité, c'est d'identity provider, à service provider. On ne peut pas le faire de service provider à service provider. Petit exemple, par exemple, moi je travaille chez OVH Cloud. Si vous connectez sur l'espace client OVH Cloud, l'espace client, c'est un service provider à part entière. Chez OVH, on n'a pas fabriqué tous les produits qu'on vous propose, notamment on n'a pas fait VMware, on n'a pas fait OpenStack. Ce sont des produits qui ont un propre IAM. Et donc si vous voulez avoir des droits d'IAM de votre service provider, donc de l'espace client OVH, qui sont propagés aux produits qu'on vend, ben c'est juste pas possible par défaut. Et autant on a des standards en identité, je viens de le dire, autant on n'a pas de standard dans tout ce qui est droit et permissions. C'est pour ça que moi j'ai co-conçu la IAM actuelle qui est en production. Ça a été un vrai casse-tête. Il a fallu trouver un moyen de trouver une implémentation maison de comment propager des autorisations de service provider à service provider pour le faire de l'espace client OVH aux autres produits. Et je parle de VH parce que contrairement à AWS ou d'autres très gros hyperscalers, on fait pas tout nous-mêmes, mais c'est le cas en fait de tous les cloud providers comme nous qui fabriquent pas leurs propres produits en fait. Pour avoir discuté avec d'autres gens qui travaillent sur les IAM, c'est une problématique en fait à laquelle tout le monde est potentiellement soumis. D'autres questions? Bien, j'espère que ça vous a plu.